Bienvenue chers visiteurs. Cette fois, nous vous proposons de découvrir le Taiho, le porte-avions le plus perfectionné de la marine impériale japonaise, celui qui devait être quasiment indestructible et devenir le premier d'une nouvelle génération de porte-avions. Mais l'histoire en a voulu autrement. À l'origine du Taiho, au début des années 1930, se trouve le projet d'une nouvelle classe de porte-avions de 27 000 tonnes, s'inspirant du Soryu et profitant de l'expérience acquise lors de la construction des porte-avions précédents. Cette classe devait avoir un rôle très différent des autres. L'idée était de créer des porte-avions lourdement blindés qui opéreraient à l'avant de la flotte et servirait de base relais pour les avions d'attaque venant des porte-avions classiques qui resteraient à bonne distance. Mais à mesure que les performances de l'aviation embarquée s'amélioraient, l'idée de les utiliser comme base relais devenait de moins en moins pertinente, et le projet fut remanié pour être utilisé comme un porte-avions classique en se basant sur la coque de la classe Shokaku. En 1939, le projet G-13 prévoyait que le navire ferait un déplacement de 33 600 tonnes, une longueur de 250 mètres, une autonomie de 10 000 nautiques à 18 nœuds et embarquerait 64 appareils. La classe Taiho représente un changement très important par rapport au porte-avions japonais précédent. En effet, il fut conçu pour pouvoir non seulement survivre à de multiples attaques, mais également pour pouvoir continuer à opérer efficacement malgré les dommages. Contrairement aux autres porte-avions qui se trouvaient neutralisés dès que leur piste était endommagée, il fut ainsi conçu comme un porte-avions lourd avec un pont blindé, une première sur un porte-avions japonais qui, à cette époque, comme quasiment tous les autres porte-avions dans le monde, n'avait aucune protection, les rendant extrêmement vulnérables. La quille du Taiho fut posée le 10 juillet 1941 au chantier naval Kawasaki de Kobe. Il est le troisième porte-avions construit par la société après les Kaga et Zuikaku. Si l'idée de blinder le navire semblait bonne, ça impliquait également divers problèmes. Le poids supplémentaire abaissait le centre de gravité, réduisant ainsi la surface du hangar et donc la puissance d'attaque du navire. Ainsi, la décision de blinder le pont fut longuement débattue. De plus, s'il devait initialement être lancé vers l'automne 1943, 6 mois après le début de la construction, la guerre du Pacifique débute, et il est ordonné d'accélérer la construction. En juin 1942 a lieu la bataille de Midway, qui se conclut par une terrible défaite japonaise avec la perte de ses 4 principaux porte-avions, et avec eux ses pilotes les plus expérimentés et près de la moitié des techniciens et mécaniciens les mieux formés de la flotte. Après cette bataille, le Japon ne dispose plus que de 2 porte-avions de taille correcte. La production de nouveaux porte-avions devient alors une priorité. Avec son blindage, le Taiho doit faire la différence. En 1942, il est prévu que le Taiho devienne le premier d'une nouvelle génération de porte-avions, qui comprenait 3 de classe Taiho et 5 améliorés nommés Kai Taiho. Ces derniers devaient recevoir diverses améliorations comme l'ajout de 2 canons à grand angle, l'amélioration de la défense sous-marine et l'extension de la coque et du pont. En échange, le blindage du pont devait être réduit. Ainsi, en mars 1943, 3 navires de classe Taiho sont enregistrés. Les Taiho, Fujinami et Shimotsuki. Devant l'urgence de la guerre, les travaux avancent à marche forcée de jour comme de nuit. Le 7 avril 1944, le Taiho est lancé, et en février, il est envoyé au port de Kure pour y être équipé, étant officiellement terminé le 7 mars. Le capitaine Kikuchi en est nommé commandant, il est expérimenté et a déjà commandé les porte-avions Akagi, Hosho et Zuikaku. Le lieutenant-colonel Toshie Ilisa, connu pour ses compétences et sa tactique, est nommé capitaine de l'escadrille. En revanche, si une partie de l'équipage est constituée de vétérans ayant servi sur le Zuikaku, une bonne partie est constituée de nouvelles recrues. Finalement, en raison des pertes subies, la priorité est mise sur des porte-avions plus simples, l'industrie japonaise n'ayant pas les moyens de construire des navires aussi complexes que les Taiho,
et ils furent abandonnés pour la classe Unryu, bien plus modeste mais plus réaliste. Le Taiho devient ainsi le seul représentant de sa classe. La coque et les moteurs du Taiho sont basés sur la classe Shokaku, mais comme son pont d'envol était blindé, il a fallu apporter de nombreuses modifications pour compenser le poids, si bien qu'il a finalement une apparence et une disposition interne complètement différentes. Notamment, pour garantir un centre de gravité assurant une bonne stabilité, il a un niveau de moins que le Shokaku. Il mesurait ainsi 260,60 mètres de long, 33,6 mètres de large et 22 mètres de haut, avait un tirant d'eau de 10 mètres 15 et un déplacement standard de 31 382 tonnes. Comme dit, le Taiho fut le premier porte-avions japonais à disposer d'un pont d'envol blindé. Le but était de lui permettre de continuer d'opérer malgré les attaques ennemies, ce qui était impossible sur les autres porte-avions japonais qui étaient neutralisés dès que leur piste était endommagée. Initialement, l'état-major voulait que l'ensemble du pont résiste à une bombe en piqué de 800 kg, mais c'était totalement impossible s'il voulait conserver un déplacement à vide équivalent au Shokaku, soit dans les 26 000 tonnes. S'il devait être aussi lourdement blindé que demandé, il se retrouverait avec un monstre de 40 000 tonnes. Un compromis a donc été trouvé pour maintenir le déplacement sous les 30 000 tonnes. Seule la partie entre les deux ascenseurs fut blindée avec un blindage de 75 à 80 mm résistant à une bombe perforante de 500 kg. Cette distance devait être suffisante pour permettre aux avions d'opérer et protéger également les hangars dont les côtés et les extrémités n'étaient pas blindés. Les soutes à munitions devaient résister à des bombes d'une tonne larguées à 3000 mètres d'altitude et à des obus de 200 mm à des distances comprises entre 12 000 et 20 000 mètres. La salle des machines devait résister à des bombes de 800 kg et à des obus de 150 mm. Le blindage de la ceinture était quasi équivalent à celui du Shokaku et comparable à un croiseur lourd avec une épaisseur comprise entre 50 et 165 mm. Le poids du blindage estimé à 4920 tonnes était tel que le pont du hangar inférieur était à peine au-dessus de la ligne de flottaison. Pour la défense sous-marine, la partie principale a un triple fond et une structure de défense de 5 couches, combinant une couche liquide, une couche d'air et un blindage, chose rare pour un navire japonais. Il était censé résister à des torpilles avec une charge explosive de 300 à 400 kg. À cause du poids du blindage et du changement de centre de gravité, contrairement aux autres porte-avions japonais, la proue ne dépasse pas dans les airs dans le but de protéger le pont en cas de fortes vagues. Le pont d'envol est également décalé de 2 mètres à bâbord pour compenser le poids de l'îlot. Habituellement, les cheminées des porte-avions japonais étaient placées sur le côté et inclinées vers la mer afin de dégager la vue pour les pilotes et limiter les perturbations. Mais c'était impossible sur le Taiho, encore une fois en raison du poids du blindage. La cheminée a alors été placée sur le pont d'envol et intégrée à l'îlot, incliné de 26 degrés vers l'extérieur pour ne pas perturber le flux d'air. L'îlot est également notablement plus volumineux que sur les porte-avions japonais précédents, l'expérience ayant démontré qu'un espace plus grand était nécessaire pour permettre une bonne gestion tactique des opérations aériennes. Habituellement, les grands porte-avions japonais possèdent 3 ascenseurs, avant, milieu, arrière. Mais dans le cas du Taiho, cela représentait une faiblesse dans le blindage. Ainsi, il ne possédait que 2 ascenseurs, avant et arrière. Avec un blindage de 50 mm et un poids de pas moins de 100 tonnes, ils étaient capables de transférer des avions pesant jusqu'à 7 tonnes 6. Ils pouvaient ainsi opérer les avions les plus modernes. De plus, malgré ces 100 tonnes, un cycle complet ne prenait que 50 secondes. En comparaison, il fallait 2 minutes sur l'Akagi. Le Taiho fut également le premier à être équipé de dispositifs de freinage hydraulique de type 3, capables d'arrêter les avions les plus modernes et donc lourds. Il était également prévu d'être équipé de 2 catapultes, ce qui serait également une première sur un porte-avions japonais, mais le développement prit du retard, si bien qu'il fut décidé de l'en équiper plus tard, et il entra en service sans. Finalement,
aucun porte-avions de la marine impériale japonaise ne sera jamais équipé de catapultes. Selon certaines sources, la surface du pont était en bois, comme habituellement sur les porte-avions japonais. Pour d'autres, il avait une finition au latex. Un pont en latex résiste mieux aux attaques, mais l'adhérence est bien moins bonne. Comme les témoignages se contredisent, on n'a aucune certitude, même si le pont en bois semble plus probable. Au début de la construction, aucun radar n'était prévu. Pour tout dire, quand la guerre du Pacifique débuta, la marine impériale ne possédait tout simplement aucun radar de surface embarqué. Ce n'est qu'en janvier 1941, lorsqu'une mission technique japonaise arriva en Allemagne, qu'ils ont appris que les Européens utilisaient des radars sur leurs navires. Bien sûr, les Japonais connaissaient l'existence du radar, mais ils en étaient venus à la conclusion que cette technologie était inefficace et inutile. Pourtant, devant l'urgence, en août 1941, le ministère de la Marine a accéléré le développement de radars. Le Tai-Ho fut ainsi équipé de 2 radars de recherche aérienne de type 21 de moyenne portée, détectant un avion de 70 à 100 km et un grand navire à 35 km. Ils servaient principalement à la détection de surface, alors que la détection aérienne était confiée à un radar type 13 de 50 à 100 km de portée. Ces radars, comme tous les radars japonais de la guerre, étaient peu fiables et leur durée de vie faible. Initialement, les Tai-Ho devaient embarquer 126 avions, mais après de nombreuses hésitations, ils furent finalement réduits à 53. C'est assez peu comparé aux 72 de la classe Shokaku et aux grands porte-avions alliés, mais c'était évidemment dû au poids du blindage. Le pont blindé abaissait le centre de gravité, réduisant le volume interne du navire. De plus, en se basant sur l'expérience de la bataille de Midway, la tendance dans la marine japonaise était à la réduction du nombre d'avions et de bombes embarqués sur un même porte-avions, afin de réduire les risques en cas de dommages. Il était ainsi prévu pour recevoir les avions les plus modernes, à savoir 24 chasseurs Mitsubishi A7M2, 25 bombardiers torpilleurs Aichi B7A2 et 4 avions de reconnaissance Nakajima C6N1. Bien que finalement, comme aucun de ces appareils n'était disponible au moment de sa mise en service, il fut équipé d'avions plus anciens, à savoir 22 chasseurs A6M5, le célèbre Zero, 22 bombardiers D4Y1, 3 D3A2 et 18 torpilleurs B6N2, soit 65 appareils. La quantité de carburant d'aviation transportée était de 1000 tonnes, soit le double de la classe Shokaku. Le Tai-Ho fut le seul porte-avions japonais équipé de canons à grand angle type 98 de 100 mm, disposés dans 6 tourelles doubles, 3 à bâbord et 3 à tribord. Ces canons étaient considérés par les Japonais comme leur meilleure artillerie anti-aérienne. La cadence de tir était de 15 à 20 coups par minute avec une portée horizontale pratique maximale de 14 km et verticale de 11 km. À l'origine, il devait avoir 16 de ces canons, mais pour compenser le poids du blindage, le nombre a été réduit à 12. Pour compenser, ils étaient censés pouvoir tirer des 2 côtés, ce qui fut finalement abandonné. Il était également armé de 17 canons anti-aériens triples de 25 mm type 96, l'arme anti-aérienne de petit calibre standard de la marine japonaise durant toute la guerre. 16 étaient montés juste en dessous du niveau du pont, 8 à bâbord, 6 à tribord et 2 à la poupe, et 1 sur le pont d'envol juste devant l'îlot. Ils avaient une cadence de tir de 120 coups par minute et une portée effective maximale de 3 km. Il y avait également 25 canons simples type 96 mobile. Comme sur tous les navires japonais, il n'y avait pas de radar de conduite de tir et tout reposait sur des optiques type 94 et 95. Ces 4 turbines à engrenage Kampon, alimentées par 8 chaudières au mazout Kampon type 2, généraient 100 000 chevaux, ce qui est exactement la même configuration que le Shokaku, mais en raison de son tirant d'eau supérieur, il est légèrement plus lent, avec une vitesse de pointe de 33,3 nœuds contre 34,5, mais ça reste assez élevé pour son poids. Le stockage maximal de carburant de 5700 tonnes lui donnait un rayon de 10 000 nautiques à 18 nœuds. Comme pour les cuirassés de la classe Yamato, le Tai-Ho avait 2 gouvernails, un principal situé à l'arrière et un auxiliaire en avant du safran principal.
Le gouvernail auxiliaire pouvait être actionné via un moteur diesel au cas où le gouvernail principal serait endommagé. Le Tai-Ho entre officiellement en service le 7 mars 1944 et quitte couler le 28 pour Singapour, apportant des troupes et du ravitaillement. En avril, il se rend à Lingga, au large de Sumatra, pour devenir le navire amiral de la première division de porte-avions de la première force mobile aux côtés des Shokaku et Zuikaku. Après plusieurs semaines d'entraînement, le 6 mai, il quitte Lingga pour rejoindre le 14e escadron à Tawi-Tawi, aux Philippines. Le but était de rapprocher les navires des gisements de pétrole de Tarakan pour simplifier la logistique. Il faut également signaler qu'à cette période, les navires japonais utilisent directement du pétrole brut en raison du manque de carburant raffiné et de problèmes de logistique. Cependant, les sous-marins américains infestent la zone, empêchant les entraînements en mer. Le Chitose, qui s'y risque le 22 mai, passe à 2 doigts d'être torpillé. Début juin, les porte-avions américains lancent des attaques contre les Mariannes, indiquant qu'une invasion de Saipan est imminente. L'état-major de la flotte combinée japonaise lance alors l'opération Ago le 11 juin et le Tai-Ho avec la première force mobile, commandée par le vice-amiral Jisaburo Ozawa, quitte Tawi-Tawi le 13, mettant le cap sur Saipan pour attaquer les forces aéronavales américaines opérant dans la zone. Le 14, ils arrivent à Guimaras pour se ravitailler et le 15, ils se dirigent vers les Mariannes. Ozawa dispose alors de pas moins de 9 porte-avions pouvant déployer 430 appareils et d'une 60aine de navires. Il compte également sur les avions de la première flotte aérienne du vice-amiral Kakuta basé à terre pour causer d'importants dégâts à la flotte américaine. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'en réalité Kakuta a subi de lourdes pertes. Ce dernier lui cache la réalité en lui faisant de faux rapports, minimisant les pertes tout en gonflant les dommages causés. Les porte-avions de la première flotte mobile japonaise rencontrent finalement la Task Force 58 le matin du 19 juin 1944. Ozawa lance 4 raids. Le deuxième décolle à 7h45, constitué des appareils de la première division représentant la force principale. Sur les 128 appareils de cette vague, 42 viennent du Tai-Ho. À 7h58, les opérations de lancement se terminent sans problème. Les témoignages racontent que l'humeur était alors optimiste. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que le Tai-Ho avait été pris en chasse par le sous-marin américain Albacore, envoyé avec 3 autres sous-marins dès le 15 pour intercepter la flotte japonaise que les Américains savaient en approche. À 9h04, l'Albacore se trouve à 4800 mètres du Tai-Ho et s'apprête à tirer, mais le calculateur de lancement des torpilles est en panne. À 9h09, le capitaine se voit obligé de tirer les 6 torpilles manuellement. Un pilote, qui venait de décoller du Tai-Ho, aperçoit alors l'une d'elles et se jette dessus, la faisant exploser avant qu'elle n'atteigne sa cible. Les guetteurs donnent immédiatement l'alerte et 4 autres torpilles ratent le navire. Mais la 6e frappe l'avant-tribord, juste devant l'îlot et la partie protégée par le compartimentage anti-torpille. L'Albacore retourne à sa base en pensant avoir coulé le porte-avions. Mais en réalité, si le navire avait subi une inondation le faisant s'incliner de 1,50 m par la proue, et si la fosse de l'ascenseur avant s'était remplie d'eau de mer et de carburant provenant de réservoirs endommagés, les dommages sont mineurs. Le capitaine du Tai-Ho a donc simplement réduit la vitesse d'un nœud pour ralentir l'inondation, et l'inclinaison a été corrigée en injectant de l'eau dans l'arrière bâbord. Le navire semblait alors hors de danger. Le plus gros problème venait du fait que l'ascenseur avant était bloqué entre le pont et le hangar supérieur. Comme aucun incendie ne s'était déclaré, Ozawa a envoyé tous les hommes disponibles pour recouvrir le puits d'ascenseur afin de pouvoir reprendre les opérations aériennes. À 9h20, à l'aide de bancs et de tables en bois, c'est chose faite, et Ozawa lance 2 autres vagues d'avions. Le navire était donc à nouveau parfaitement opérationnel. Cependant, l'impact de l'explosion avait fracturé des réservoirs de carburant d'avion, et l'essence s'écoulait près de l'ascenseur avant du hangar inférieur, poussé dans le hangar par les inondations. Les vapeurs d'essence ont rapidement imprégné le hangar, si bien que de nombreux membres d'équipage présents s'évanouissent après avoir inhalé les vapeurs.
La situation est donc hautement dangereuse, et l'équipage en grande partie très peu expérimenté et peu formé a toutes les peines du monde à résoudre le problème. Ils ratent les tentatives de pompage du puits d'ascenseur et n'ont pas réussi à couvrir le carburant avec la mousse du système d'extinction. Une opération de ventilation effrénée est alors lancée. La ventilation du hangar est mise à pleine puissance, toutes les portes du hangar sont ouvertes et l'ascenseur arrière est abaissé pour tenter d'augmenter le volume d'air. Mais la ventilation était toujours insuffisante et les opérations aériennes reprenant vers midi obligent à relever régulièrement l'ascenseur. Après 12h20, les premiers escadrons d'attaque sont de retour. L'attaque fut un véritable carnage. Repérés par les radars américains, ils furent accueillis par des essaims d'Hellcats et de puissants barrages de DCA, si bien que sur les 178 appareils engagés, seule une trentaine reviennent, dont seulement 4 des 41 du Taiho. Cette bataille fut surnommée par les Américains le tir au pigeon des Mariannes. En raison de l'état du Taiho, les atterrissages sont limités aux avions de chasse de protection et ce nécessitant une urgence. Mais vers 14h, le Shokaku est coulé par un sous-marin et le Taiho est chargé d'accueillir ses avions restants. Dans une ultime tentative, les équipes de contrôle des avaries brisèrent les hublots et firent des trous dans les parois latérales du hangar. L'officier en chef du contrôle des avaries ordonne finalement que le système de ventilation générale du navire passe à pleine puissance et que toutes les portes et écoutilles soient ouvertes pour chasser les émanations. Mais ça ne fait que répandre les vapeurs dans des zones jusque-là non exposées, augmentant encore les risques d'inflammation. À 15h32, plus de 6 heures après la frappe de torpille et alors que la deuxième vague d'attaque revient sans avoir trouvé la flotte américaine, le Taiho est secoué par une puissante explosion. Selon le sous-lieutenant Toshinao Kondo, qui travaillait alors sur le pont, l'explosion s'est produite quand le premier avion a atterri sur le ventre. Les dégâts sont terribles. L'épais pont d'envol blindé s'est soulevé et l'avant a été instantanément englouti par les flammes et l'explosion traversa les côtés des hangars emportant hommes et avions. L'équipage tente bien d'activer le système d'extinction d'incendie mais il est incapable de stopper les flammes. De plus, la vanne de la conduite d'incendie n'a pas pu être ouverte, rendant impossible la lutte efficace contre l'incendie. Les navires à proximité tentent d'approcher pour venir en aide à l'équipage, mais des explosions continuelles empêchent la plupart des tentatives. L'amiral Ozawa veut couler avec le navire, mais son état-major le convainc de survivre et de transférer son pavillon sur le croiseur Haguro. Après son départ, le Taiho est ravagé par une deuxième explosion dévastatrice qui l'éventre et il coule à 17h28 le 19 juin 1944. Si les destroyers Isokaze et Atsutsuki ont secouru de nombreux naufragés, le Taiho a sombré en emportant avec lui 660 de ses 1660 hommes. C'est ainsi que le porte-avions le plus perfectionné de la marine impériale japonaise, conçu pour être quasi indestructible, fut coulé par une seule torpille moins de 4 mois après être entré en service. La défaite de la bataille des Mariannes fut encore plus complète que celle de Midway et eut un impact décisif sur la bataille de Saipan et la suite de la guerre. Plusieurs circonstances se sont réunies pour mener au naufrage du Taiho après une seule torpille. Les réservoirs d'essence avaient été installés sous la ligne de flottaison et isolés. Après la bataille de Midway, de l'eau avait été injectée dans l'espace autour des réservoirs, mais après le naufrage du Taiho, ces espaces ont été remplis de béton sur les autres navires de la flotte. Les systèmes de ventilation des hangars ont également été renforcés. Paradoxalement, le pont blindé est l'une des causes du naufrage. En effet, la pression de l'explosion, qui aurait pu être dirigée vers le haut sur d'autres porte-avions, se trouva ici bloquée et fut dirigée vers le bas, provoquant des dégâts critiques. De plus, la construction du navire avait été difficile en raison des contraintes de la guerre et d'une construction accélérée. Il a clairement souffert de la détérioration de la qualité des matériaux et des pièces utilisées. Par exemple, un rapport d'inspection révéla que les conduites de carburant étaient en acier et non en cupronickel comme prévu, rendant les conduites fragiles en cas de forte vibration. De plus, le Japon avait déjà perdu ou envoyé au front de nombreux ouvriers qualifiés, si bien que la main-d'œuvre travaillant sur le Taiho n'était pas forcément suffisamment qualifiée pour cette tâche.
Mais l'aspect humain a également joué un rôle important. L'arrêt des opérations de combat et l'ouverture des ascenseurs pour la ventilation auraient pu permettre de dissiper les vapeurs inflammables, ou au minimum permettre à l'explosion de s'échapper par les ouvertures. L'ordre d'ouvrir toutes les portes et d'enclencher tous les ventilateurs d'extraction n'a fait que répandre encore plus les vapeurs. De plus, le navire n'avait été achevé que depuis quelques mois et il incorporait de nouvelles innovations. Ainsi, l'équipage était très inexpérimenté. Il faut également ajouter que la flotte de porte-avions disposait d'une escorte clairement insuffisante. 3 grands porte-avions n'étaient escortés que par 7 destroyers et 3 croiseurs. Dans ces conditions, il semble bien difficile de mener une lutte anti-sous-marine efficace, ce qui fut l'une des grandes lacunes de la marine japonaise durant la guerre. Voilà qui conclut la visite. Je vous remercie de votre présence aujourd'hui et j'espère avoir le plaisir de vous accueillir à nouveau prochainement pour de nouvelles découvertes.